Avant de partir en Guyane, je tiens à vous passer un message. Ça y est, nos guides VIH et allaitement sont disponibles sur notre site internet en téléchargement gratuitement ou sur commande gratuitement à l'adresse communication@comitedesfamilles.net. Pour faire un petit historique, la publication en mai 2024 des recommandations françaises sur l'allaitement des personnes qui vivent avec le VIH, vous le savez, nous avons dédié beaucoup d'émissions à cette ouverture à ces recommandations, a justement ouvert la voie à de nouvelles possibilités, tout en soulignant un besoin crucial, celui d'outils pour accompagner les patientes et les soignants dans ce choix. C'est dans ce contexte que nous avons développé 2 guides complémentaires conçus pour informer, rassurer, autonomiser les personnes concernées. Un guide pour les patients et un guide pour les professionnels de santé. L'élaboration de ces guides s'est basée sur une analyse approfondie des recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'HAS, enrichie d'une mise à jour des données scientifiques. Un comité scientifique pluridisciplinaire, incluant des experts médicaux et des représentants des associations et des personnes qui vivent avec le VIH, a veillé à ce que ces documents soient à la fois pertinents sur le plan clinique et centré sur l'expertise des patients. Téléchargez bien ces guides et commandez la version papier. Maintenant, allons-y en Guyane à la rencontre de Marc-Alexandre Tarot, anthropologue de la santé et ethnobotaniste. Son parcours et sa discipline sont très intéressants. Il travaille en Guyane principalement sur les personnes d'origine haïtienne. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Marc-Alexandre Tarot. Je suis ethnobotaniste et anthropologue de la santé. J'ai soutenu ma thèse en Guyane en 2019 sur les médecines traditionnelles guyanaises, la façon dont les différentes populations locales se soignent, en particulier par les plantes, mais pas uniquement, et la façon dont ces thérapeutiques traditionnelles s'inscrivent aussi, on va dire, dans des schèmes de représentation du corps, de la maladie, de la santé, du soin. Voilà, donc je continue aujourd'hui à travailler sur ces questions. Je suis en poste au CHU de Guyane comme anthropologue de la santé et j'interviens sur différents projets de recherche sur ces questions d'ethnomédecine et de phytothérapie. Alors, si on parle du VIH, si j'associe déjà VIH, c'est soigné avec des plantes, on saute déjà au plafond. C'est-à-dire que on sait bien, nous sommes sollicités sur notre site internet souvent, il y a des messages qui arrivent souvent d'Afrique, disons, il y a ce monsieur que nous soigne avec les plantes. Vous êtes là-dedans. Vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce que vous faites concrètement, votre point de vue? Oui, alors moi j'essaie de comprendre la façon dont les gens se représentent par exemple le VIH et vont essayer de le soigner par des thérapies traditionnelles qui peuvent être à base de plantes. Mieux comprendre ça, c'est aussi aller vers une meilleure alliance thérapeutique. C'est aussi mieux prendre en considération parfois la vision du patient, ses réflexes thérapeutiques, pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue et non pas que le patient se braque quand on a un mauvais jugement vis-à-vis de sa façon de se soigner. Et donc, mieux comprendre, si vous voulez, pour mieux dialoguer. C'est un petit peu ça mon credo. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour valider des choses que font les patients, et on est bien d'accord que sur la question du VIH, je serai le premier à dire qu'il n'y a pas de traitement à base de plantes efficace, évidemment. Mais par contre, accepter quand le patient a recours à des traitements traditionnels et qui ne sont pas toxiques, qui n'ont pas d'interaction avec son traitement hospitalier, bien qu'il puisse finalement aussi le faire avec la garantie qu'il prenne aussi son traitement allopathique. L'intégrer dans son parcours de soins. Ouais, on est vraiment dans une perspective intégrative où on va prendre en considération les représentations du patient pour que ça s'intègre dans son traitement global qui évidemment inclut aussi le traitement hospitalier. Dans votre discipline, on peut dire que vous vous occupez quand même de qualité de vie, si je peux le définir comme ça. On peut dire ça, ouais. Puis aussi, c'est finalement un travail de médiation qu'on fait en tant qu'anthropologue. C'est-à-dire que moi, je vais bien sûr beaucoup échanger avec les patients et aussi leur
insister parfois de l'importance de la thérapie, du traitement qui leur est donné à l'hôpital, mais j'ai aussi beaucoup discuté avec les patients pour leur expliquer la perception que certains patients, en tout cas, ont du VIH. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ici en Guyane, moi je travaille beaucoup auprès de la communauté haïtienne. On a entre 60 et 80 000 personnes qui sont originaires d'Haïti et qui habitent en Guyane française. Et donc je travaille spécifiquement auprès de cette population. Et donc l'idée, c'est vraiment de mieux documenter, de mieux décrire, de mieux comprendre les représentations ethnomédicinales des patients haïtiens au sujet du VIH. On va revenir sur ce point-là spécifiquement sur les personnes haïtiennes, mais on peut déjà donner une définition plus large de l'ethnomédecine, parce que vous venez de la médecine allopathique des formations, si j'ai bien compris. Alors non, moi je viens de l'anthropologie, Okay. je viens de l'ethnographie, et donc je me suis spécialisé ensuite en ethnomédecine. Vous savez, l'ethnomédecine, l'ethnobotanique font partie de la grande famille des ethnosciences, c'est-à-dire qu'on va étudier le point de vue hémique, c'est-à-dire le point de vue des populations au sujet de représentation ou plutôt d'objets qui sont biologiques. La médecine, la botanique, la zoologie, on va les étudier du point de vue des populations. Et donc, moi je viens de l'ethnographie, j'ai fait des études d'anthropologie, et c'est la méthode ethnographique que j'utilise pour arriver à ces objectifs-là. Donc ce que je fais, on fait des entretiens, on va sur le terrain, on rencontre les populations, on fait des enquêtes ethnographiques, donc on fait des entretiens semi-directifs, on fait beaucoup d'observations. Moi, je passe beaucoup de temps dans les quartiers, chez les habitants, chez des tradipraticiens pour observer leurs pratiques. Et puis, on fait des focus group, on s'appuie aussi beaucoup sur la littérature existante, mais ma méthode à moi est vraiment très ethnographique. Donc, je passe beaucoup de temps dans les quartiers, en particulier dans les quartiers où habitent majoritairement des personnes haïtiennes, pour essayer de mieux comprendre leur univers culturel, on va dire, et notamment leur univers ethnomédicinal. Une ethnomédecine, alors il y a deux définitions à ce mot. Il y a ethnomédecine en tant que discipline, c'est l'une des disciplines que moi j'étudie, l'ethnomédecine, donc dans un sens très large, c'est étudier la façon dont les personnes vont se soigner localement, traditionnellement, dans leur espace domestique. Donc c'est la science qui étudie ça. Et puis au point de vue local, une ethnomédecine, par exemple l'ethnomédecine haïtienne, c'est la façon dont une population en particulier, la population haïtienne, se soigne. Donc ça peut être la façon dont une population se soigne ou la science qui étudie la façon dont une population se soigne. D'accord. Et à propos de la population haïtienne, vous avez commencé à travailler lors du parcours d'Haïti? Ou c'était la première fois que vous faisiez du terrain à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai déjà travaillé avec la population haïtienne lors de ma thèse entre 2015 et 2019. Mais effectivement, dans le cadre de Parcours d'Haïti, qui a été une grosse étude d'épidémiologie sociale, qui a été conduite ici en Guyane, au sujet du lien entre le parcours de vie, parcours de migration des Haïtiens qui habitent en Guyane et le risque d'exposition aux infections sexuellement transmissibles et notamment au VIH. J'ai travaillé sur ce projet entre 2021 et 2023. J'ai conduit le volet qualitatif, donc justement l'étude ethnographique intégrée à ce projet. Et donc l'objectif principal en ce qui me concernait, c'était effectivement de mieux appréhender les représentations ethnomédicinales haïtiennes au sujet du VIH. Donc dans le cadre de ce projet de recherche, pour moi c'était un postdoc. Donc c'était une étude postdoctorale après ma thèse. L'idée c'était de suivre un petit nombre de patients haïtiens vivant avec le VIH, mais aussi des personnes originaires d'Haïti non atteintes par le VIH, et grâce à ces enquêtes, de mieux comprendre ces représentations. Vous disiez tout à l'heure que comprendre, connaître, ça aide à la médiation, c'est la base. Mais est-ce qu'il y a, dans votre expérience, des moments ou des situations où cette médiation devient impossible, ou ça vous est arrivé à vous-même dans votre expérience? Il y a des moments où la médiation devient difficile.
il y a des moments où la médiation peut être compliquée, c'est pas une généralité, mais ça peut venir du fait notamment que certains patients ont des représentations très éloignées, de la connaissance biologique et biomédicale au sujet de la maladie, et donc vont avoir aussi des pratiques, entre guillemets évidemment, en tout cas qui dévient un petit peu de ce qu'on voudrait, vers quoi ils aillent, c'est-à-dire la prise d'un traitement régulier, le respect d'un certain nombre de comportements aussi thérapeutiques. Et donc dans ces cas-là, effectivement, je dois un petit peu mettre ma casquette aussi. Ça m'est arrivé effectivement d'insister un peu plus sur la question de la prévention ou d'insister un peu plus sur sur l'importance de ne pas être en rupture vis-à-vis de leur traitement, alors qu'effectivement en tant qu'anthropologue, je suis censé être un peu plus dans une posture un peu plus neutre, moins s'intervenir sur ces questions-là pour ne pas interférer justement dans ma relation que j'ai avec le patient et qui n'est pas une relation soignant-patient. Mais vous devez aussi intervenir auprès des professionnels de santé. Ça vous arrive de devoir leur, entre guillemets, expliquer des pratiques traditionnelles qu'ils ne connaissent pas forcément? Oui, tout à fait, de plus en plus régulièrement. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'ici en Guyane, vraiment, on a une spécificité. Les populations sont encore très ancrées justement dans ces habitudes thérapeutiques, notamment dans le soin à base de plantes. Et donc, régulièrement, il y a des patients qui arrivent avec des plantes à l'hôpital. Et évidemment, les soignants, pour la plupart, ne connaissent pas ces plantes, ne sont pas spécialistes de ces médecines traditionnelles. Et donc, avaient souvent un jugement parfois assez hostile vis-à-vis de tout ça. Et donc, de plus en plus, on me sollicite pour me demander « mais c'est quoi ces plantes? Qu'est-ce que c'est ?» Donc, je leur explique. Et quand, évidemment, il n'y a pas de risque pour la santé du patient, eh bien, ça permet aussi de mieux accepter ces pratiques. Et du coup, vous disiez, vous travaillez à l'hôpital des Cayennes. Oui. Et vous pensez rester dans cette dynamique, dans ce projet, dans ces recherches, ou vous imaginez dans quelques années d'être connaisseur aussi d'une autre population? Oui, tout est possible. Vous savez, on évolue dans n'importe quelle carrière. Moi, pour l'instant, je suis assez attaché entre guillemets, au terrain guyanais, parce que, vous savez, avec les années, les personnes qu'on rencontre, ça devient aussi des amis. Il y a une confiance qui s'instaure, et donc, moi, je suis, je suis bien intégré maintenant dans cette population haïtienne. Je suis bien perçu, je suis pas le chercheur un peu étranger qui débarque. Ça fait des années que je viens dans les quartiers, qu'on me connaît, qu'on n'échange pas uniquement sur ces sujets, qu'on échange sur tous les sujets. Et donc, je pense que cette relation un peu intime, cette relation de confiance qui s'instaure avec les années, une fois qu'on l'a, on tient aussi à la garder. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense continuer à travailler auprès de la population haïtienne encore de belles années, j'espère. Est-ce qu'il y a, pour conclure, quelque chose de votre travail au quotidien que vous voulez nous partager, soit des moments qui vous ont particulièrement touché ou des moments particulièrement difficiles? Alors, peut-être pour conclure, une chose dont je voudrais parler, c'est un des résultats justement de mon postdoc dans Parcours d'Haïti, c'est l'importance de comprendre l'origine perçue de la maladie pour le patient. Et en tout cas pour des patients dans lesquels la maladie peut s'inscrire dans des schémas traditionnels. Nous, ce qu'on a observé, c'est que pour un certain nombre de patients, mais sans en faire une généralité, parce qu'il y a évidemment chaque cas est singulier, chaque cas est particulier, mais pour les patients qui percevaient le VIH comme étant lié à une maladie sorcellaire, à une attaque de mauvais sort, à ce qu'on appelle une maladie envoyée en créole, il était relativement fréquent que ces patients-là aient une mauvaise confiance vis-à-vis de la médecine hospitalière, de la médecine allopathique, parce qu'ils ne la jugeaient pas opérante contre ce qui s'inscrivait dans quelque chose de spirituel, dans ce qu'on appelle donc les maladies envoyées. Et souvent, ces patients se retrouvaient en rupture de soins, voire même perdus de vue. On a encore pas mal de patients en Guyane qui sont perdus de vue. Et donc,
une des conclusions importantes de ce travail, finalement, c'est quand on a des patients qui ont des cultures, comme par exemple la culture créole haïtienne, il est important dès le départ de discuter avec eux et de comprendre la façon dont ils perçoivent l'origine de leur infection, de leur maladie. Et selon cette origine perçue, eh bien, travailler un petit peu ensemble dans un dialogue concerté autour d'une compréhension, on va dire, d'une autre compréhension de la maladie qui leur permette aussi d'aller vers un traitement régulier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un travail très difficile que vous faites. Hein? Oui, vraiment. Mais passionnant, mais difficile, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Et voilà, vous l'avez entendu, Marc-Alexandre Tarot, pourquoi pas, il pourra revenir une autre fois dans cette émission de radio pour aller encore plus à fond de sa vision aussi de l'électromédecine. C'est quelque chose de vraiment passionnant. Alors, restons en Guyane et allons maintenant à la rencontre de Ruth Pierre-Louis. Elle est médiatrice expérimentée qui a travaillé aussi sur le parcours d'Haïti, comme Marc-Alexandre Tarot, et en particulier auprès des personnes haïtiennes. Du coup, mon métier, je suis médiatrice, enquêtrice en santé. Je travaille dans la partie de la recherche clinique au sein de l'hôpital de Cayenne, et plus précisément en Guyane française. Et du coup, avant d'arriver en Guyane, j'étais infirmière. Je suis infirmière de profession quand j'étais en Haïti. Et du coup, en arrivant en Guyane, je faisais partie d'une association où on faisait l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH et l'hépatite B. C'est Entraide Guyane. Avec cette association, vous avez commencé à travailler en Guyane, c'est ça? Oui, j'ai commencé à travailler en Guyane comme médiateur en santé. C'est quelle association? Entraide Guyane, j'étais bénévole. Et maintenant, vous travaillez à l'hôpital? Oui, après, en 2022, j'ai commencé à travailler à l'hôpital comme médiateur en santé. Mais du coup, je n'ai pas fait aucune formation. D'accord. Sur ça. Avant, vous avez participé à l'enquête parcours, mais quand vous étiez en Haïti? Non, j'étais en Guyane. Je n'ai pas participé dans le projet Parcours Haïti. Parce que c'était une enquête qu'on faisait que sur les Haïtiens qui sont nés en Haïti, oui, qui vivent en Guyane. Oui. Et vous avez, justement, votre rôle, c'était plutôt vraiment un rôle de terrain, de rentrer en contact avec ces personnes. Oui, tout à fait, ça, oui. Et comment c'était pour vous? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'enquête parcours? Quand vous devez vous adresser aux personnes d'origine haïtienne, il y avait des méthodes en particulier que vous suivez? Oui, il y avait des méthodes parce qu'on nous a formés pour faire la recueil des données, pour recueillir des données. Et puis, on nous a formés pour travailler comme investigatrice. On nous avait formés parce qu'on a recueilli des données sur une tablette et sur une grille biographique. Et dessus, on demande beaucoup de renseignements personnels sur la personne. Et comment vous faisiez, disons que la personne s'ouvre à vous, parce que comme vous disiez, c'est beaucoup de données personnelles. Comment c'était ce travail-là? Et du coup, tout d'abord, nous, on met en confiance la personne, on crée le lien, on crée le lien avec la personne, on met en confiance la personne, parce que c'était vraiment personnel et confidentiel. Et nous, on explique à la personne, nous, on est soumis au secret professionnel. Tout ce qui est discuté entre nous va rester ici, on ne va pas parler de ces récits personnels aux autres personnes. Et du coup, après, nous, on parle la langue en plus, ils nous comprennent. Et puis ça, c'était facile pour nous expliquer toute leur vie privée. Et maintenant, vous travaillez à l'hôpital en tant qu'infirmière?
Non, non, non. Je travaille toujours en tant que médiateur en santé. D'accord. C'est un autre projet. Vous êtes plus dans les VIH en ce moment? Non. Après l'enquête parcours Haïti, je travaillais dans un autre projet. C'est l'équivalence de la précarité alimentaire sur les femmes enceintes. Ce projet s'appelle Nutri pour Timoun. Je travaille sur ça. Et après, je travaille sur le DépiPrep, c'est le dépistage de l'hypertension artérielle en Guyane. Le dépistage et la sensibilisation. Oui. On fait la même chose sur le terrain. Oui. Vous êtes toujours sur les terrains quand même. Oui. Et qu'est-ce que c'est votre ressenti par rapport à la Guyane pour nous faire comprendre aux personnes qui vivent plus dans l'Hexagone aussi? C'est quoi les choses que vous trouvez qu'il faudrait plus s'améliorer, sur lesquelles il faudrait plus travailler? Et pour moi, la chose qu'on devrait travailler dessus beaucoup plus, c'est l'accompagnement des personnes vulnérables. C'est ça qu'on devrait beaucoup plus travailler parce qu'ils se sont un peu, pas mis de côté, mais il manque d'accompagnement, il manque de compréhension par rapport à ces gens-là. Surtout ceux qui vivent avec le virus du VIH. Et vous avez encore des relations de contact avec les associations du territoire? Je faisais plus partie de l'entraide, mais j'ai toujours les contacts parce que dans le projet DépiPrep, on a créé un petit livret d'orientation. On a toutes les associations, tout, peu importe les associations, on a toutes les données, les adresses. Quand on a trouvé des personnes en situation vulnérable, on donnait aux gens ce livret en cas de besoin pour contacter les associations. Oui. Et comment vous avez vu évoluer un peu la situation en Guyane depuis que vous y habitez? Ça fait combien d'années que vous y êtes? Je suis arrivée en Guyane en 2016, mais après je suis repartie pour me régulariser en 2020. Mais en 2016, j'étais bénévolat à Entraide. Mais après, quand je suis retournée en 2021, là, ça me fait 4 ans déjà, depuis que je suis retournée. Oui. Et vous avez vu une évolution particulière, peut-être dans la population migrante, dans les priorités que vous avez? Oui, il y a des améliorations, surtout en termes d'administration. En termes d'administration, on voit que les migrants, ils ont beaucoup plus, on a mis beaucoup plus de structures en place pour eux. Ils ont leurs papiers, surtout à partir de 2023, 2024 et 2025. Il y a vraiment une grande amélioration. Ça s'est amélioré, mais c'est contradictoire par rapport au fait que la loi asile-immigration, elles sont toujours plus rigides. Oui, c'est bien ça, mais pour les migrants, pour les Haïtiens, parce qu'il y avait des squats qui ont pris le feu, mais le président avait donné ce privilège à tous ceux qui sont haïtiens de bénéficier du droit d'asile. Ils ont une couverture de protection pendant 4 ans. D'accord. Il y a beaucoup, 4 ans, il y a beaucoup des Haïtiens qui ont leur titre de séjour. C'est dans le projet-là qu'on voit ça, parce que ce projet a commencé en 2023, septembre. Et du coup, on a réinclus ceux qui ont été déjà inclus. Et ils ont tous, 80% d'entre eux ont leur titre de séjour cette année-là. D'accord. Mais avant, ils avaient... D'accord. Et vous comptez rester en Guyane encore longtemps? Votre travail, ça vous plaît? Oui, puisque j'ai un projet professionnel dans le cadre d'évolution professionnelle. Je voulais repasser la formation infirmier pour travailler. Et c'est pour ça que je voulais rester en Guyane. Et j'ai ma famille en Guyane. Et j'aime bien la Guyane.